parce que je vous fais cette occasion de faire sur l'interpellation. Nous sommes avec deux interpellations successives de Pascal Lemaire. La première sur le candidat, la seconde également, monsieur le maire Aboulan. Je vous remercie. J'ai peut-être laissé avec le micro pour éviter. Allez-y. Alors, voilà, je passe le micro. Ah, c'est gentil. Comme dit M. Bourmès, mesdames et messieurs les femmes, les conseils communaux, quand on parle du quartier pauvre, gangréné par la drogue et le crime, le nom qui vient à l'esprit, c'est celui du Bronx. En tout cas, le Bronx tel que popularisé par de nombreux films de justiciers hollywoodiens. Malheureusement, le quartier nord à Saint-Josse n'est pas aussi cinématographique et surtout ne connaît pas le redressement spectaculaire du quartier new-yorkais que l'investissement des autorités dans l'établissement de la sécurité pour ses habitants, que l'on en juge. Rien que sur cet essai, on peut constater la présence au grand jour de dealers en pratiquant tous les points de vue. On me parlait l'autre jour de 4 prostituées qui travaillaient pour 15 dealers. Le rapport est intéressant. On constate aussi un quartier bouclé depuis 5 heures par une trentaine d'agents de police, donc une demi-douzaine d'unités spécialisées surarmées lors d'un fort chaperon, puisque faisait des maisons mitraillettes au point. On pensera aussi à un café violemment dégradé, les photos ont circulé sur les réseaux sociaux, de toutes les vitres de cette institution ravagée de coups de pavé. On parle également d'infiltration par des mafias. On pourrait prolonger la liste, mais je ne suis pas pour. Des mesures ont été annoncées dans la presse quant à un meilleur contrôle de l'alcoolémie et de l'alcoolisme sur la voie publique, mais ça ne semble pas vraiment adresser les problèmes mentionnés à l'instant, pas plus que cela semble empêcher certains d'uriner ou de déféquer sur la voie publique. La police et celles et ceux qui devraient sanctionner crimes, incivilités et autres comportements insécurisants semblent bien souvent absents au vu des habitants qui n'en peuvent plus de baisser la tête à cette heure ou de récurer les pavés tachés du sang de la dernière bagarre. Nous apprenons par ailleurs que le conseil de police n'a pas jugé utile de faire un plan de sécurisation pertinent à une priorité et que le commissariat récemment implanté dans le quartier serait en sous-effectif. Faudra-t-il des morts qui ne soient pas des péripatéticiennes pour que l'on intervienne? Faudra-t-il qu'un immeuble soit incendié à l'occasion d'un règlement de compte pour que nos autorités agissent? Par ailleurs, on a pu lire sous certains articles consacrés aux opérations du Filou des commentaires semblant témoigner d'une mentalité dangereuse de la part de certains riverains du quartier qui félicitaient une justice de rue tout en critiquant une police défaillante et en ajoutant à cela des éléments ethniques à leur argumentaire, semblant opposer les gens d'une origine à d'autres personnes d'une autre origine. Je ne vais pas ici stigmatiser une communauté, mais les commentaires sont disponibles sous des articles de presse ou sur les réseaux sociaux pour qui prend la peine d'investiguer. On note aussi que ces commentaires pointent du doigt l'inactivité des forces de l'ordre. Plus concrètement, plutôt que de faire simplement un portrait, j'aimerais aujourd'hui que ce conseil entende ce qui va être concrètement entrepris par vos services pour redresser la situation avec 3 questions portant sur la sécurité, l'espace public et le vivre ensemble. Au vu de la tension qui a perduré tout l'été durant, quelles mesures sécuritaires concrètes entendez-vous mettre en œuvre dans les 3 mois pour rétablir l'ordre public dans ces quartiers? En particulier, et de manière non exclusive, quelles mesures concrètes seront prises pour perturber, limiter et chasser des rues le trafic de stupéfiants? À la vue de la dégradation de l'espace public causée par l'incivilité, quelles mesures d'occupation de l'espace public par l'autorité communale entendez-vous mettre en place dans le quartier dans les 3 prochains mois? Quelles missions spécifiques donnerez-vous à vos agents, notamment en matière de sanctions des individus? Enfin, au vu des tensions apparemment ethniques qui existent dans le quartier, quelles mesures d'apaisement et d'encadrement social mettrez-vous en place pour établir une atmosphère plus pacifique dans le quartier nord? Je vous remercie. Merci. Vous restez pour répondre. Voilà, merci monsieur le maire. Tout d'abord, vous avez déclaré que les autorités n'investiraient pas dans le quartier nord. Je ne sais pas de quelle autorité vous parlez, mais j'imagine que c'est pas de la commune de Saint-Roch, car le conseil communal dont vous êtes membre, parlementaire, fait partie de ces autorités qui investissent de manière considérable dans le quartier nord. Ce quartier, que je connais fort bien, pour y avoir habité, avait été abandonné pendant plusieurs années. Alors, lors des dernières législatures, et tout particulièrement la précédente législature, le collège, les conseils
a mis d'accord pour améliorer les conditions de vie et de sécurité dans le quartier. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un nouveau commissariat qui se situe au cœur du quartier, au croisement de la rue Brabant et de la rue de la Prairie. Alors, je ne peux pas vous laisser dire que rien n'a été fait par les autorités communales ou les autorités. La construction de ce commissariat dans ce quartier est quand même un signal extrêmement important de l'implication des autorités publiques, commune de Saint-Josse, commune de Scardet, le CIDEF, c'est dans la zone de police, et la commune de Saint-Josse, au niveau de l'entité locale. C'est un signal important pour le renouveau du quartier qui a trop longtemps été laissé, comme je l'ai dit, un peu de côté. Alors, ce commissariat contribuera déjà à davantage de sécurité dans le quartier nord, et c'est vrai que le processus est lent. On ne peut pas reprendre un quartier comme ça en main. Alors, est-ce que moi je suis satisfait? Non. Je veux toujours plus de policiers dans les rues et vous verrez pendant des heures les plus élargies possibles pour lutter contre la délinquance et ramener la tranquillité que les habitants méritent. Alors, ne me dites pas que vous ne voyez pas des changements puisque vous y habitez. Les deux tours de logements sociaux grâce à Télévis ont été totalement rénovés. Et encore aujourd'hui, j'étais avec notre échange du logement social. Nous avons, à la demande des habitants du quartier, installé une grille qui a été construite dans l'atelier du service immobilier urbain. Et nous installerons probablement une autre grille dans le quartier plus bas, devant la nouvelle tour qui a été rénovée. Ne voyez-vous pas non plus que la commune a investi dans une antenne communale à Royal? Nous avons inauguré la maison des enfants pour les enfants de 0 à 12 ans. Donc les investissements sont nombreux. Alors nous sommes conscients que les défis aussi sont nombreux dans le quartier. La commune prend sa part du travail à réaliser. Nous sommes dans un état de droit et en conséquence, nous devons agir dans le domaine de compétences. La loi pénale et le code de procédure pénale sont clairs. La commune n'a pas de compétences en matière. Ce n'est pas notre métier. Cela est du ressort strictement des parquets. Dans la matière, nous n'avons pas un levier particulièrement. Nous voulons faire part des priorités qui sont celles de la commune et de la zone de police, et nous avons intégré, contrairement à ce que vous avez dit, j'inviterai M. Boukens à communiquer avec vous, le quartier nord fait partie des priorités de la zone de police. Les priorités de la zone de police. Un des éléments du plan zonal de sécurité, c'est le quartier nord. J'invite M. Boukens à venir sur le sujet, c'est le souhait lors prochain conseil de protocole. Alors nous, de notre côté, nous avons aussi un levier extrêmement important, c'est la rénovation urbaine. Nous pouvons nous atteler à la réflexion des voiries, et c'est ce que nous faisons en métamorphosant le quartier. L'Esplanade Saint-Lazare, l'Esplanade Victor-Régina, qui sont un chantre et qui ont une image de repoussoir, au terme des travaux, vous le savez, ce sera un autre morceau de vie qui sera créé à cet endroit. Et nous souhaitons aussi développer là-bas un marché marginal de fruits et légumes. Sans attendre la fin des travaux, ce marché marginal de fruits et légumes est projeté par la commune pour commencer son activité au prochain printemps 2020, avec l'activité sociale qui sera créée. À côté de cela, toujours avec le levier de la rénovation, la rénovation des bâtiments publics, construisons de nouvelles infrastructures, soutenons les propriétés privées et les investisseurs. Ne voyez-vous pas devant vous la tour Silver Tower qui est occupée à sortir de terre? Des étages et des étages ont déjà été construits et j'ai aujourd'hui l'engagement ferme que la région vient s'installer là-bas. Ce n'est pas rien. À côté de l'actérisme, donc cette formation de la justice de paix ici à l'administration et de PMC, vous avez l'administration régionale qui vient s'installer dans le quartier, à côté du commissariat. Est-ce que ça, c'est un signal fort? Ne dites pas qu'on n'habite pas et qu'on ne met pas des moyens dans ce quartier. Il y a aussi, évidemment, tout le travail qui est fait pour lutter contre les marchands de sommeil. Je peux aujourd'hui vous annoncer que la commune travaille avec tous les départements pour le lancement d'un prochain plan de lutte contre les marchands de sommeil dans le quartier. Et donc, ces actions vont être menées aussi vite que l'on peut, mais nous sommes dans une phase probablement de rédaction des actions que nous devons mener. L'amélioration de la propreté des espaces publics. Dans ce cadre-là, vous devez savoir que
la commune a pris des contacts avec Belfius-Simon et a fait une proposition très concrète de Belfius-Simon de voir si la commune ne peut pas gérer elle-même les cellules commerciales qui sont dans le passage Château-Roger et tout autour. Et je ne lui manquerai pas de proposer à la région de faire de nous-mêmes. De voir si nous ne pouvons pas, nous, prendre en main des tunnels qui ne sont pas de notre sort. Parce que nous nous rendons bien compte que c'est un coup de gorge, que ce sont des coups de gorge, ce sont des lieux qui doivent être investis. Donc, nous ferons les propositions. Nous n'avons pas les compétences des tunnels, je le rappelle, de la gestion. Et puis, très récemment, nous avons élargi les plages horaires des plages de. Alors, malgré tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas évidemment satisfaits. Je ne vais pas parler ici du fleurissement des rues, de la rénovation de certaines rues. La prostitution est une activité économique dont vous avez parlé, qui tourne nuit et jour devant nos portes, et il y a une quantité d'activités parallèles néfastes. Je vais préciser cette peine, je vous fais le trafic de drogue, de vol, des agressions, des bagarres, des violences dans les cafés, autour des cafés, etc. Donc très récemment, c'était il y a quelques années, le phénomène s'est accentué avec des transmigrants qui sont au parc Maximilien, qui se déplacent vers les lieux où ils peuvent bénéficier de points de vente, notamment d'alcool, et nous facilitons un rassemblement dans les tunnels, dans les bureaux, etc. Ces rassemblements devant les nightclubs ont évolué et sont devenus de véritables attroupements. Aujourd'hui, nous en sommes pleinement conscients, et donc nous devons agir. Dans ce cas, la police a proposé que ces rassemblements et la consommation massive de boissons alcoolisées sur la voie publique ont lieu tout moment. Mais les nuisances liées à ce phénomène se font plus ressentir en début de soirée et devant la nuit quand les personnes présentes se trouvent manifestement dans un état de vitesse avancé. Les rassemblements se concentrent principalement à proximité directe de points de vente d'alcool. Première décision de l'Église, et nous avons eu une concertation avec la commune de Scarbeck, c'est d'interdire de boire de l'alcool vendu dans ces zones. Alors, c'est une mesure importante. Nous n'écartons pas la possibilité d'interdire la vente d'alcool dans ces magasins, entre certaines zones. Mais j'attendrai l'évaluation du dispositif que j'ai mis en place avec la zone de police à partir du mois de juillet. J'attendrai le mois de septembre, fin septembre, pour pouvoir évaluer et prendre de nouvelles dispositions. Vous avez vu que la commune de Scarbeck a aussi pris ce genre de mesures. Et je voudrais ici dire que par rapport à c'est une extension d'application de l'article 85 de notre règlement général de police. On a été plus loin. Parce que j'ai pu lire dans la presse que cela existait. Non, on a été beaucoup plus loin que ce qui existait dans le règlement général de police. Alors, j'ai déjà demandé à mon administration de préparer un arrêté visant les points de vente d'alcool problématiques pour également interdire la vente d'alcool dans ces commerces problématiques. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de rédaction. J'ai demandé à la police d'effectuer davantage de patrouilles pédestres dans les rues de la commune. Et j'ai demandé récemment lors du dernier collège, il y a quelques semaines, d'avoir un rapport circonstancié sur la situation dans le quartier Nord. Et la même demande a été faite par Cécile Jodon, qui est aussi invitée, puisqu'elle avait vu aussi qui sont. Alors, sur le plan de la prévention, les gardiens de la paix sont présents, évidemment, ils sont impliqués dans les interactions qui permettent de gagner des tensions très régulièrement. Que ce soit les éducateurs de rue, des agents polyvalents, des travailleurs sociaux. Nous avons par exemple identifié des problèmes avec certaines femmes qui habitent dans le logement social qui demandent une présence des gardiens de la paix en soirée, parce que atteindre le logement social à partir de la gare du Nord ou de la place Roger est de plus en plus problématique pour elles. Et donc, on est occupé aussi à réfléchir aux services de prévention qui sont présents dans les lieux qui posent plus de problèmes. Alors, dernièrement, lors d'affrontements territoriaux de gangs, la présence de ces travailleurs a calmé les esprits et facilité l'intervention des forces de police sans discrétion. C'est ce que la police fera même de son côté. Alors, en ce qui concerne les tensions dont vous avez parlé entre certains groupes, je dirais qu'il s'agit moins de tensions entre groupes ethniques que de tensions qui sont liées avec un groupe d'intérêt lié à la criminalité. En fait, c'est le street deal, chacun veut prendre un maximum d'espace. Enfin, pour terminer, je voulais aussi vous dire que
quartier est en pleine rénovation. La prochaine rénovation qui va arriver, elle a été un peu retardée par nos services et la maison, parce que nous avons les travaux de la sécurité, c'est l'aménagement de Saint-Lazare. Mais n'oubliez pas non plus que nous avons commencé de manière imminente toute la rénovation de la rue de la Prairie. Donc la rue de la Prairie sera fermée à la circulation. Elle sera fermée de haut en bas, elle sera fermée au niveau latéral. Et cette période-là devra être mise à profit pour réfléchir pour l'avenir de cette année. Merci. Votre vous aviez deux, le chapitre 2 à votre Je vais réagir avant. Puis, oui. je vous remercie, Monsieur le bourgmestre, pour votre réponse. Ceci dit, je vais peut-être citer Cyrano et dire que c'était peut-être un peu court sur le cœur de ma question, qui était réellement la problématique de sécurité. Vous avez évoqué un certain nombre d'initiatives que je ne nie pas, certaines plus ou moins efficaces, certaines plus ou moins avancées. Je ne vais pas revenir dessus. Mais sur la sécurité, concrètement, je m'étais concerté avec mon collègue M. Roukens avant d'évoquer la question du commissariat de police ou de la priorité. Et effectivement, il y a une mention, mais visiblement, des débats au conseil de police ont fait que c'était la moindre des priorités par rapport notamment à la sécurité routière, qui est un vrai fléau. On l'a entendu avec l'accident aujourd'hui sur notre commune qui a gravement endommagé plusieurs véhicules. Mais la sécurité, aujourd'hui, c'est pour les habitants du quartier Nord le problème numéro 1. La nuit dernière n'a été qu'une nuit de cris, de pétarades, dont j'espère qu'elle n'était que des étages. Je n'ai pas entendu dire que c'était d'autres choses, heureusement. Mais ça a été une nuit effectivement fort agitée en raison aussi de la chaleur qui excite peut-être certains. Mais ce n'était pas la première de ces 2 derniers mois. Et quand je dis que les habitants récurent le sang des pavés régulièrement, ce n'est pas simplement une figure métaphorique. Si vous allez par exemple sur la terrasse qui se trouve à l'emplacement de la potentielle future Rocherette dans le bâtiment construit à côté de la résidence Miramar, sur cette terrasse, vous verrez là des traces de sang qui ne sont pas récurées faute d'occupants de chaussée, à côté d'autres traces plus biologiques et problématiques sur le point hygiénique. Donc, on a vraiment une situation aujourd'hui de sécurité qui ne cesse de se détériorer. Et quand vous discutez avec des gens de l'action des membres de la police basés dans le commissariat, vous ne savez pas s'il faut rire ou pleurer de ce qu'ils vous décrivent. Et en tout cas, quand on voit également la façon dont une partie du quartier a réagi à l'intervention du 6 août, où il a fallu faire intervenir la police à cheval pour calmer certaines personnes et effectivement faire intervenir aussi des personnes des services de la commune pour encadrer certains débordements, mais ça montre qu'il y a vraiment un vrai problème d'appréhension de la sécurité. Quand je lis en ligne les groupes A ont voulu faire les gangsters au quartier et les jeunes ont fait le nécessaire, voilà c'est tout, bravo aux jeunes, pourtant ils ont mis un commissariat qui ne sert à rien, la police ne fait rien. C'est ça que le citoyen dit aujourd'hui. Si je peux dire oui. Excusez-moi, juste pour que est-ce que vous pouvez terminer vos commentaires là-dessus? Voilà, je termine là-dessus, c'est vraiment la réponse de mon interpellation. Et là, je vous avoue, une insatisfaction, pas seulement pour moi qui habite là, j'ai la chance de ne pas trop m'ennuyer, mais surtout pour mes voisins qui, tous les jours, souffrent d'une situation vraiment délétère. Merci. Sur ce point-là, je vais répondre, parce que je vais poser la question. Moi, je ne pense pas qu'il faut poser des priorités politiques. Je pense que la sécurité routière est une priorité. La lutte pour ramener plus de sécurité dans le quartier Nord est une priorité. C'est repris dans le plan zonal de priorité. C'est repris. Vous savez, le quartier Nord est un quartier. La zone de police comporte énormément de quartiers. Saint-Josse, Scarbeck est un plus grand territoire, et c'est Révert que c'est un plus grand territoire que Saint-Josse. Il est normal que les bourgmestres des Verts et des Scarbeck demandent aussi des interventions dans d'autres quartiers. Mais malgré tout, nous avons obtenu, malheureusement, après la mort d'une femme à Scarbeck, parce que c'était juste du côté de Scarbeck-Quoi, que des moyens sortent. Je le réclamais bien avant, mais nous n'avions pas pu obtenir ces moyens au niveau de la zone de police. Aujourd'hui, nous les avons. Vous avez vous-même parlé de la présence de ces parcours pédestres. Sur le reste,
Je pense qu'il faut agir avec tous les leviers que nous avons. Et nous le faisons. Mais c'est difficile de reprendre en main une situation qui a été rendue encore plus difficile par le fédéral, avec notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à partir du parc Maximilien, vous avez poigné, vous voyez qui viennent de par là. Et puis l'interdiction de la prostitution. Oui, mais ce que j'explique, c'est que au niveau du parc Maximilien, les choses se passent bien, mais vous allez toujours en marge de ce genre de rassemblement où les gens ne sont pas bien logés, où il manque de l'hygiène, etc. Vous avez malheureusement des remontées, des gens qui viennent jusqu'à présent. Nous n'avons jamais souligné cet aspect parce que nous savons que ces gens-là sont livrés à eux-mêmes par l'autorité fédérale. Mais nous en subissons un certain nombre de faits. De la même manière, depuis l'interdiction de la prostitution en France, nous avons un déplacement de population qui arrive dans nos cafés, qui arrive dans nos villes. Par rapport à tous ces aspects, il faut travailler contre les marchands de sommeil dans le quartier, qui profitent de certaines familles dont vous allez parler, monsieur le maire, dans votre prochaine interpellation. Nous allons porter le fer à nouveau contre eux, nous l'avons fait dans le passé. Nous devons travailler sur la rénovation interne, avec le privé et avec le public, qui prend davantage notre responsabilité. Et trois, nous devons aussi travailler dans l'aménagement des espaces publics. Je vous ai parlé de 2 projets qui vont avoir lieu dans les prochains jours, qui devront aussi apporter leur de réponse. Puis, nous ne devons pas hésiter à un moment donné à prendre des mesures de fermeture. S'il faut à un moment donné arrêter certains commerçants qui n'agissent pas en compte de famille, il faudra le faire. Donc, nous avons passé un premier message, et je pense que c'est de bonne gestion, à tous ceux qui sont du côté de la rue Brabant en passage, en disant, écoutez, vous contribuez de manière négative à certains endroits à la critique du quartier, on entend leur réaction. Si on voit évidemment que ça se poursuit, on fera comme avec le night club à côté du Mirador, on a un moment donné interdit de vendre les jours de sortie. Nous prendrons ce type de décision, mais ce n'est pas une seule décision qui pourra nous aider à trouver des solutions. C'est vraiment tous les leviers de pouvoir, et en commençant évidemment par la police. Et sur la police, je pense que la police aujourd'hui est parfois parfaitement consciente de ce qui se passe. C'est pour cette raison-là que le collège de police va avoir un collège de police spécial sur le sujet. Et à l'issue, il y aura certainement de nouvelles mesures qui seront prises. Seconde interpellation, c'est oui, monsieur, il voyage, il va vers. Effectivement, notre bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs du conseil communal, nous restons dans le quartier nord avec une deuxième question qui, contrairement à l'ordre du jour, est un petit peu différent. Quartier nord, les enfants du Vandame. Alors, j'avais pensé initialement m'inspirer de Dickens. Zoé m'a dit que, franchement, j'avais pas forcément un goût très à jour, donc j'ai un peu modifié mon texte, mais la question reste que dans le quartier, parmi les nombreux mots, et on en a évoqué un certain nombre, que subissent les habitants du quartier nord, la misère est à l'état. Et elle est d'autant plus cruelle lorsqu'elle frappe les enfants. Il se trouve que je croise régulièrement dans le quartier, et en particulier dans le tunnel Rogier, tunnel qui sépare donc la place Saint-Lazare de la place Rogier. Je croise dans ce tunnel régulièrement cette misère dans ce qu'elle a de plus atroce, des enfants mendiants. Alors je pourrais vous citer aussi Christian Anderson et la petite fille allumette, mais j'espère que ces enfants-ci ne vont pas mourir de froid dans les rues, parce que des enfants, en l'occurrence des petites filles âgées de moins de 10 ans, qui s'approchent des passants pour leur demander une pièce ou à manger, simplement, ça me semble incroyable en Belgique, aujourd'hui au XXIe siècle, et pourtant je le constate tous les jours. Ces enfants, vous aurez évidemment vu la période être à l'école. Par ailleurs, généralement, je rentre en début de soirée du travail, et donc en dehors des heures scolaires, mais ils ne devraient pas être dans la rue à mendier. Ma question sera donc simple. Quelles initiatives les autorités communales prennent-elles, seules ou en collaboration avec d'autres institutions ou organismes, pour sortir ces enfants et leurs familles de la rue et leur offrir des conditions de vie décentes? Les enfants vous tendent la main, prenez-la et aidez-les à sortir et à monter la porte. Merci à vous. Merci. Merci. Oui, vous avez quelque peu modifié, je fais votre interpellation, je vois que vous l'avez, je veux dire, un peu adouci, un tout petit peu. Je vois que madame Junot est passée. Monsieur le conseiller, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le sujet que vous abordez, non seulement il est sensible, mais il est sérieux, mais il faut d'abord mettre un cadre global. Dès
les éléments en jeu dépassent largement l'entité locale. Ce sont des dimensions vraiment nationales, même européennes. Et il faut aller à l'origine de la question. On se trouve dans la décision des pays membres de l'Union européenne d'élargir l'Union européenne à l'est de l'Europe et de garantir la circulation des biens, mais aussi des personnes. Et après l'effondrement du communisme en Europe centrale et orientale, les Européens deviennent des voisins proches. Le marché unique devient réalité en 1993 avec la mise en place des capitalités, de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Au fil des années, un nombre croissant de pays décident d'adhérer à l'Union européenne. C'est en 2007 le cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Il n'est donc pas étonnant de voir de plus en plus de personnes provenant des pays de l'Est sur notre territoire, puisque, une fois membres de l'Union européenne, nos citoyens ont le droit de circuler librement. En Europe, tout comme nous avons le droit de circuler également. Alors, les ressortissants européens ont soit la possibilité de faire de courts séjours de 3 mois dans un autre pays de l'Union. Un citoyen de l'Union a aussi le droit de séjourner plus de 3 mois en Belgique, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes. Les travailleurs salariés, travailleurs indépendants, en cherchant un emploi, s'ils disposent pour eux-mêmes de ressources suffisantes, etc. Si le citoyen de l'Union européenne est dans une de ces situations, il devra demander son enregistrement à l'administration communale du Bio-Grésie dans les 3 mois suivant son arrivée en Belgique. Cependant, si le citoyen européen ne rentre pas dans une de ces conditions, ou que l'Office des étrangers estime qu'il ne dispose pas suffisamment de revenus, il se voit notifier un refus de séjour sur le territoire belge et doit quitter volontairement le pays. Cette question du titre de séjour et corollairement de l'ouverture à des droits adhérents du niveau fédéral, on sait que le gouvernement fédéral, ces dernières années, a, je dirais, réduit les possibilités d'intégration et des accompagnements. On en parlait tout à l'heure avec le parti civil. Alors, il y a des familles originaires de Roumanie et de Bulgarie, communément appelées parmi les Roms, qui doivent choisir pour pouvoir être sur le territoire sans droit ou avoir des droits et être expulsés à terme. Donc, en fait, il y a des possibilités qui existent. Alors, il nous revient que de nombreux, en tout cas certains Roms, choisissent souvent de rester en Belgique en marge du système sans revenu, plutôt que d'être expulsés au vu des conditions de vie parfois très difficiles dans le pays d'origine. Nous avons, avec la délégation communale, visité Bucarest, et certains membres de la délégation étaient allés dans le quartier le plus pauvre d'Europe, où vivent essentiellement une population originaire de Rome. Je voudrais leur parler à Philippe et à d'autres. C'est innommable ce qu'on vit là-bas. Donc on peut comprendre. Alors, les membres de ces familles sont trop insécurisés que pour s'éloigner les uns les autres, et la mendicité par les différents membres de ces familles dans les espaces rapprochés en est une de ces expressions. Alors, depuis 1993, au niveau légal, au niveau de la Belgique, le gouvernement fédéral a décidé que la mendicité n'est plus un délit en Belgique. Mentir en soi est donc autorisé. Tout le monde ne le sait pas. Bon, ça c'est important. Il y a des villes qui ont essayé de les restreindre. Et une décision du Conseil d'État de 1997 montre que les communes ne peuvent plus interdire la mendicité de manière générale sur leur territoire au nom de leur république. Là, je trace un cadre pour montrer les limites de la compétence communale suivant la loi. Les travailleurs du service de prévention de la Maraude sont souvent en contact avec ce public précarisé. Nous avons répondu à des appels à projets. Nous avons reçu des subsides de la part de la région. Nous avons travaillé avec l'Europe et nous sommes distingués en la matière. Et très régulièrement, nous demandons à notre service de faire l'accompagnement social. C'est un succès avec les enfants. Nous avons une école, tout particulièrement dans le quartier, qui a une partie de sa population scolaire qui est issue de cette communauté, et les chats pourraient en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'ils se rendent plus souvent dans nos écoles. Cette population est parfaitement intégrée. Elle n'est pas en marge de la société. Donc, l'école est un moyen extraordinaire pour émanciper ces enfants et ces familles. Et ce que je dis là, ce n'est pas simplement vrai pour ces enfants. L'école a été très souvent un moyen d'intégration pour ces communautés. Nous le voyons aussi avec la population syrienne que nous avons plus récemment aussi accueillie. Et donc, le service de prévention apporte entre autres une aide administrative, médicale, scolaire, en période scolaire. Ils font de la médiation et l'accompagnement avec des professionnels, avec d'autres institutions. Nous avons la chance dans nos rangs de compter aussi sur des experts de la matière, je pense notamment à nos éducateurs de rue. Et je peux le dire, il y a même des Roms aujourd'hui dans des logements de la commune,
suite, je dirais, à l'expérience que nous avons vécue à Jésus, et ça se passe bien. Donc, y compris dans le logement, nous avons aussi des exemples de réussite. Donc, par rapport à cette question, je pense que nous devons faire un travail d'accompagnement social des jeunes, les accompagner dans des lieux où on peut faire des activités avec eux, et continuer à faire ce travail. Mais il faut à la fois lutter contre les marchands de sommeil, lutter contre les marchands de sommeil qui profitent de ces populations, et faire en sorte qu'il faut les accompagner vers des habits et vers des circuits d'intégration qui va leur permettre vraiment de retrouver une vie en main. Merci. Réaction là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, pour votre réponse circonstanciée et qui, effectivement, remet bien la question en place. J'ai moi-même pu, à l'occasion du même voyage qui m'avait amené à Karchali, visiter des villages ruraux en Bulgarie. Donc, je suis bien au courant des conditions locales. J'ai vu des situations, effectivement, effarantes également sur place. Donc, je n'ai aucun doute sur les raisons qui motivent beaucoup de gens à fuir ces conditions pour essayer de trouver un meilleur chez nous. J'avais également eu l'opportunité de discuter avec un couple de personnes âgées qui avaient fait l'actualité dans ce conseil il y a quelques années en raison de leur logement dans des cartons en face de chez moi. Donc je suis bien conscient de cela. Ceci étant, ici, la vraie problématique, pour moi aujourd'hui, c'était vraiment ces enfants dans une situation de mendicité. Entendons bien, je ne demande certainement pas l'interdiction de la mendicité, en ce sens que c'est non seulement effectivement illégal, mais c'est contre-productif et accroîtrait encore la fragilité de ces populations. L'ancien résident de mon appartement était lui-même quelqu'un qui vivait de la générosité publique. Donc voilà, je connais un peu la situation aussi. Mais pour ces enfants, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'autorité? Est-ce que l'on peut éventuellement entretenir un dialogue avec les parents pour que ces enfants ne soient pas dans une position où tous les soirs ils tendent la main? C'est vraiment ça le problème. Je sais aussi qu'une fois l'hiver venu, il y a des chances que ces enfants disparaîtront, soit qu'ils auront déménagé vers des lieux plus cléments, soit qu'ils auront trouvé un toit ailleurs, dans un bidonville de Bruxelles ou d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ces enfants, ils sont là, ils sont sur nos trottoirs, et je n'ai pas eu l'opportunité de voir une action de l'autorité communale ou de l'autorité publique, d'une association, pour vraiment prendre en main ces enfants. Et c'est sur ça aujourd'hui que je souhaitais vraiment que l'on puisse voir ce qui était possible. Oui, c'est-à-dire que, derrière réaction, je ne vais pas tenir le conseil communal je dois être. Je pense que nous devons agir avec la dignité, avec de la fermeté aussi quand c'est nécessaire vis-à-vis de certains groupes. Et je crois que la meilleure approche, c'est l'accompagnement social. Je pense qu'avec les enfants, je ne vois pas d'autres possibilités. Donc, nous organisons avec le service de prévention, avec les associations, énormément d'activités avec les enfants. Et je pense que c'est ce travail d'accompagnement social et l'école qui peut nous aider à un moment donné à les sortir des griffes de certains groupes, parce que il ne faut pas non plus avoir une approche angélique, évidemment. On sait qu'il y a aussi des groupes qui disent ça et qui ont arrêté. Maintenant, par rapport à la présence dans l'espace public, parfois de personnes qui sont dans une situation, comme par exemple dans les métros, etc., nous avons agi récemment. Nous avons réalisé récemment à la place Saint-Joseph, où des habitants ont commencé à s'exprimer et à porter plainte parce qu'ils commençaient à être agressés verbalement et quasi physiquement, avec des bouteilles en main, cassées au sol, etc. Et donc on a fait agir la police. Alors, dans le cas qui nous concernait, la personne relevait de psychiatrie avait fait l'objet d'innombrables procès-verbaux dans le pays. Et donc nous sommes confrontés, depuis ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans le chapeau de mon intervention, à des réalités nouvelles qui nous posent un problème au niveau des pouvoirs publics sur les choix, les leviers qu'ils devront utiliser pour lutter contre ces situations-là. Donc, à un moment donné, nous devrons quand même agir. Nous l'avons fait sur la place Saint-Joseph et nous le referons. Et la mesure que nous avons prise dans le quartier Nord, qui consiste à interdire de boire de l'alcool en main, sur les terrasses, on peut boire en terrasse, en aucun moment nous avons fait cette décision, parce que dans les réseaux sociaux, c'est les faits qu'on ne va pas raconter
histoires. On n'a jamais interdit de boire dans les terrasses. Et par contre, cette même décision, on devrait la prendre sur la place Saint-Jean s'il le faut à un moment donné, parce qu'à un moment donné, nous devons quand même protéger nos amis. Et c'est évident qu'il ne pose pas un problème. Donc, par rapport à des situations comme celle-là, s'agissant d'enfants, je dirais, je préfère 2 mois la prévention et l'accompagnement. Je pense que c'est la réponse que nous devons apporter grâce à tous les circuits d'intégration qui existent au niveau du pouvoir. Merci beaucoup, monsieur. Un mot de réaction de votre. C'est juste par rapport à l'enseignement. Donc là, on a énormément travaillé là-dessus, avec notamment l'association Frolic, l'association qui sur le B qui accompagne les familles. Avant, on avait la prévention infantile coordinateur, mais il n'est plus là. Il faisait un travail important avec elle. Et donc, ce travail-là, il se fait depuis près de 10 ans. Il se fait depuis près de 10 ans avec les associations, avec les écoles. Et aujourd'hui, on a des gamins qui sont issus de ces familles-là et qui sont dans l'enseignement, ensuite qui font des CFA, qui sont dans l'enseignement secondaire. On a une petite gamine qui était du Jésus, une famille grande bulgare qui est maintenant secondaire en première commune. Ben voilà, ça prend du temps, ça se fait pas tout seul. La sociologie aussi du quartier évolue. L'école qui était identifiée comme une école composée essentiellement de familles issues de la communauté rome, mais elle tend à une plus grande mixité, et donc ça permet aussi une meilleure évolution donc, des enfants dans leur scolarité. Plus de mixité, évidemment, c'est plus de chances de sortir de l'entre-soi. Donc voilà, il y a un travail qui se fait petit à petit, ça prend du temps. Au niveau du logement, il y a eu le relogement du Jésus, on a eu d'excellents résultats. Il y a aussi un accompagnement qui est fait par la prévention au niveau des dossiers d'inscription au logement. Donc il y a énormément de familles roms qui sont inscrites dans le logement. Aujourd'hui, on voit petit à petit des familles roms qui accèdent au logement social, notamment à des familles PMR, donc pour lesquelles il y a une personne handicapée. Le temps d'attente est moins long, on voit que ces familles commencent à accéder au logement et donc à la dignité. Il y a un travail aussi qui est fait en matière d'emploi. Le CPS, il faut le dire, le CPS remet à l'emploi énormément de personnes issues de cette communauté. Donc voilà, ce travail se fait progressivement, ça va prendre du temps. On aura des difficultés, mais voilà, on persévère dans cette voie. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Oui, monsieur le bourgmestre, très cher membre du collège. Donc, en période de canicule et de forte chaleur, il est assez difficile de trouver un espace de fraîcheur et très beau dans les espaces publics. Alors que notre commune se situe dans un milieu de chaleur urbain, c'est une des zones les plus chaudes de Bruxelles, pouvant atteindre jusqu'à plus de 10 degrés par rapport à la température obtenue en zone rurale. À Saint-Just-Nord, on a la particularité d'avoir une seule fontaine d'eau potable recensée pour toute la commune à l'hiver. Donc mes questions sont les suivantes. Est-ce que la commune prévoit l'installation de nouvelles fontaines d'eau potable dans le futur? Si oui, quand et à quels endroits? Ensuite, plus globalement, est-ce que la commune envisage de mettre en place des mesures pour rendre accessible l'eau potable dans tous les espaces publics, autres que les fontaines d'eau potable? Voilà. Merci. L'échange, on va répondre à cette question. C'est mon interpellation. Allez-y. Le micro arrive. Oui. Voilà. Merci, monsieur Louis. C'est votre première interpellation. Et je la trouve très intéressante. Alors, les fontaines d'eau potable dans la gestion publique sur le territoire de la commune de Saint-Just, je vais vous les citer, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a au jardin de la famille à la rue Potagère 159, Parc Saint-François, il y en a une aussi. Jardin de la vallée du Malbec 135 rue du Moulin. Il y a les espaces de jeu, rue Potagère, sans oublier qu'il y a de l'eau potable à la distribution de la population ici à la maison communale. Et il y a aussi un projet au parc de BVTP.
Là, un environnement, je pense que j'en ai travaillé. Par rapport au projet là-dessus, nous avons des rencontres qui se font et qui vont se faire plus rapidement que moi qui a eu cette relation. C'est avec du Gacor qui est un stade gratuitement qui gère ces espaces prévus pour donner de l'eau gratuitement à la population. Oui, monsieur Bullier, vous avez noté. On passe sur la question. Allez-y. Bon, vous va bien. Ah. Je vous remercie pour votre réponse complète. Mais ici, le recensement dont je parlais, c'est pour le plan de canicule qui a été fait en collaboration avec les autorités régionales et l'association ASBL Avenir de Rue. Et voilà, ici avec eux, celle de la rue des Déquettes qui a été mise parce que c'était inaccessible et qui a été bien pointée. Maintenant, si vous citez les autres, je serais content d'avoir les adresses plus précises par mail par la suite. Maintenant, ma question principale, c'est de voir si vous continuez dans cette bonne lancée, que ce soit bien sûr, où est-ce que vous prévoyez les installer et pourquoi. Vous avez juste parlé de collaboration avec vous. Voilà. Si vous pouvez me répondre par mail, ça me suffit amplement. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour la question orale sur l'accord du. Allez-y. Ça va passer dans l'autre sens. Alors, on reste effectivement dans le milieu politique avec cette question. Columbarium Aquarium. Columbarium Aquarium. Alors, le Columbarium, een kleine taaltruc, de Columbarium de plaats de kerkhof wordt gezet, de beelden met mensen die de muur. C'est ça le Columbarium. Voilà. Donc, alors que les vivants attendent toujours l'ouverture de la piscine Saint-François, une habitante m'a récemment fait part d'une innovation au service de nos défunts, le Columbarium Aquarium. En effet, cette dame, qui a perdu il y a quelques mois une fois par an, s'est rendue il y a quelques semaines au cimetière communal pour se recueillir devant l'alvéole accueillant l'urne contenant les cendres de la défunte. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'un locus voisin, c'est une technique de ces alvéoles, était ouvert non seulement sur sa façade, en attendant de nouveaux occupants, mais aussi dans son plafond. Je n'ai pas pu moi-même me rendre sur place pour vérifier l'état effectif de la situation. Ceci étant, vous comprendrez l'inquiétude de ma famille pour les cendres de ses parents et son indignation face à l'indigence dans laquelle sont logés les défunts de notre commune. Je me fais donc le porte-parole de cette dame pour vous demander plus d'informations sur l'état spécifiquement du Columbarium et les éventuels travaux de réparation qui seraient diligentés ou susceptibles d'être mis en œuvre si cette situation est effectivement avérée au lieu de nos. Je vous remercie. Merci. Il s'agit d'une question en rate, donc une réponse de vous remercie. On passe à la question suivante. Monsieur le maire, je ne peux évidemment pas répondre sur quelque chose dont j'ignore l'existence, que vous rapportez ce que Faye vous a dit. Il faudra lui demander évidemment de préciser sa réclamation de manière écrite pour qu'on puisse diligenter une enquête. Par ailleurs, le cimetière fait l'objet d'une rénovation globale. Donc peut-être que nous pourrions revenir dans notre prochain conseil, peut-être celui du 11 septembre, sur la rénovation du cimetière. Et là, les chemins pourraient vous présenter le plan de rénovation du cimetière. Quant aux pierres tombales, elles sont propriété privée. Donc, propriété, les concessions sont propriétaires. Donc, par rapport à cet aspect, je demandais aussi à notre chef de donner, je vous donnerai peut-être aussi en tant que ces états civiques, quelques éléments d'explication. Qui fait quoi? Quelle est la responsabilité? Parce que parfois, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je pense que cet aspect-là mériterait qu'on s'y arrête aussi. Ici, on parle bien du Columbarium, dans lequel, effectivement, le citoyen loue un emplacement pour le dépôt de l'urne cinéraire. C'est plutôt la commune. Merci. Madame Massipas, vous aviez une intervention sur les travaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. En gros, ma question d'actualité concerne, suite aux
diverses plaintes que j'ai reçues des riverains de la rue Moulin. Donc, depuis quasi 2 semaines, il y a des travaux de rénovation. Et on peut voir sur le site de la commune qu'il s'agit de rénovation de façade à façade de la voirie et d'aménagement du territoire. Mais le problème, c'est que les riverains n'ont souvent n'ont pas été informés, ni par la commune, ni par l'entrepreneur. Deuxièmement, il y a un souci au niveau des places de parking qui ont été supprimées avant. Donc, il n'y a pas de solution alternative pour que les gens puissent garer leur voiture. Et post-travaux, on ne sait pas ce qui va devenir. Et troisièmement, il y a un souci aussi au niveau des poussettes et des entrées-sorties dans diverses maisons pour les mamans, des enfants avec des poussettes, etc. Et entre autres pour des PMR. Et troisièmement, ma question concerne aussi ah oui, entre autres, la vérité aussi, il y avait pas mal de plaintes de migrants qui n'ont pas été informés. De la classification et de la Merci, madame. Bon, en deux mots, les deux projets, le premier projet, la rue du Moulin, c'est l'une des rues les plus anciennes de la commune, qui est particulièrement étroite et qui pose des problèmes au niveau de la loi. Les rues ne sont pas réglementaires, les trottoirs sont beaucoup trop petits. Et quand le bureau d'études a fait le travail, il l'a fait en tenant compte des règlements existants. C'est vrai que l'élargissement des trottoirs a été une des questions au cœur du projet. Moi, je l'ai toujours dit, je le répéterai, avant tout la sécurité des personnes. Il faut des trottoirs qui protègent les habitants les plus faibles, c'est-à-dire les gens qui sont à pied et les gens qui sont avec poussette, etc. Les trottoirs là-bas, c'est les trottoirs de l'avant. Vous savez aussi bien que moi, parce que vous habitez sur la rue de Moulin. Donc, le projet est un projet qui a fait l'objet d'une concertation d'urbanisme, des habitants ont pu participer, est un projet qui, qualitativement, va améliorer la vie dans le quartier. Et je pense que les habitants de la rue de Moulin doivent enfin, quand ils sont à pied, pouvoir prendre cette rue sans avoir peur de se faire écraser par une voiture ou d'autres matériels roulants. Sur maintenant les travaux, en fait, ce document a été distribué fin juillet, début août, à tous les habitants. C'est le document qui a été préparé par l'entreprise, le bureau d'études et l'entreprise qui fait les travaux. Et dans ce document, on voit clairement que Carrefour, les rues du Moulin et Josaphat fermé du 12 août au 30 septembre. Donc, le 30 septembre, la rue va évoluer, donc le Carrefour va réouvrir et tous les habitants vont pouvoir. Et là, on va commencer le travail de l'autre segment, depuis la rue du Moulin, depuis la rue Josaphat, jusqu'au Carrefour, plus de la limite, qui sera obstrué à ce moment-là. Alors, toutes les informations ont été données, réflexion des trottoirs ainsi que de la voie du Carrefour, stationnement c'est interdit dans la zone des travaux, les entrées de garage ne sont pas accessibles chez la fin de la place. Techniquement, ça aussi, des choses qu'on ne sait pas faire. Quand on est dans des voies qui sont plus grandes, on peut se faire ça. Mais là, c'est impossible, tellement les voies sont. Et alors, on a laissé un numéro de téléphone et un contact. Les gens pouvaient appeler. Nous allons faire le même travail aujourd'hui avec le service communication, le service des travaux. Nous allons annoncer toutes les phases de chantier des prochaines semaines. C'était courtes, c'était des périodes courtes de travaux. Donc n'oubliez pas qu'à la rue de Moulin, nous avons déjà travaillé au niveau du gaz pour l'électricité. Donc ça va aller assez vite, le travail va aller de l'avant. Et donc, je pense que la situation projetée sera une situation qui sera positive. Mais là, nous sommes d'accord où depuis des années, je le dis, il faut des places de parking en compensation pour les habitants, et donc on travaille sur une piste que l'on présentera aux habitants très prochainement. Du parking durable, du parking durable pour les habitants. Enfin, sur l'autre quartier, qui va accueillir le futur Square Écudel, nous avons là-bas des déchets clandestins autour de la rue de la Perle. Et là-bas aussi, on avait des problèmes avec certaines personnes qui dormaient la nuit, qui posaient des problèmes pour les riverains. C'était un terrain vague. On a, dans le cadre du contrat de quartier à l'initiative des habitants de la Ruelle, réfléchi à l'idée d'aménager là-bas et d'en faire un lieu qui puisse être accessible pour les familles avec du mobilier assis, pour que les gens puissent avoir une fontaine, un jet d'eau, avec des plantations
Et la vue la verre, la vue d'église, en souterrain. C'est un projet là aussi qui devra améliorer sur le plan de la sécurité de la vie de nos concitoyens, mais aussi qualitativement, on offre un nouveau souhait. Et on est heureux parce que Fidèle habitait juste en face. Il a donné le nom de ce souhait à Guy Fidèle. C'est une manière de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait dans la commune. Je rappelle que Fidèle est celui qui a aménagé parmi les premiers les rues en mettant des arbres systématiquement. Et si vous êtes attentif, que des coteaux où il y a des arbres du côté de Saint-Los, dès que vous allez plus loin, il y en a moins. Il n'y en a pas. Il avait été avant-gardiste en mettant des arbres et des rivières. En tout cas, il avait été l'un des premiers, c'est pour ça qu'il avait été devenu. Je veux dire, parce qu'on parle de l'aménagement du territoire, il restera évidemment un exemple. Voilà. Donc, c'est vrai, vous avez raison, ça pose des problèmes au quotidien dans la vie des gens, mais on a essayé d'écourter cette période de désagrément, puisqu'on a déjà fait tout le travail des impétrants avant, et on les a fait travailler en même temps. Je sais qu'ils ont déjà souffert l'année passée le final, on les a fait faire en même temps pour éviter qu'une fois pour l'eau, une fois pour la qualité, pour les faire en même temps. Maintenant, ce sont des courtes périodes avec des segments de rue qui vont être faits. Merci. Merci. Je voudrais juste remercier Boris pour ces éclaircissements et je voudrais aussi préciser que nous, en tant que groupe écolo, on est pour ce rafraîchissement au niveau de ce flux parce que, voilà, vous l'avez dit, comme vous l'avez mentionné, cette rue avait besoin de nouveaux trottoirs et je faisais juste, je revenais juste un peu de partager. Merci. Zoé Jeuveau, c'est à vous pour la dernière question orale de la soirée. Voilà. On sait que Jésus est à l'abandon depuis de très longues années, et maintenant vit depuis de très longues années. Mais un des impacts qui était poussé, c'était sous l'arche de l'église de Jésus en face du Britannique. Et maintenant, on a vu des espèces de grilles installées devant l'église de Jésus. Clairement, c'est un dispositif anti-SDF, comme on en peut écrire dans pas mal de communes. Qui a installé ce dispositif? Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est le propriétaire? Et ces barrières sont fixées dans les murs, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas obligé de les poser devant le permis, on fixe des choses comme ça dans les murs. Alors certains ont dit oui, mais non, c'est pas pour ça, c'est parce que des pierres se délogent. Là, c'est un des rares endroits où il n'y a pas de pierres qui se délogent, cette arche a dû être consolidée il n'y a pas longtemps, en fait. Il est en plateforme, donc c'est clairement une démarche anti-SDF. Alors on sait bien qu'il y a énormément de communes qui sont tentées par ce genre d'approche où on fait du ping-pong, je te la déplace ici, là, etc. Mais on sait que ça ne fonctionne pas et que c'est totalement contre-productif. Merci. Le vous reste là pour répondre avec le micro. Je crois qu'on a eu un peu la discussion tout à l'heure avec M. Le Maire. Qu'est-ce qu'on fait quand, à un moment donné, les habitants, les commerçants font l'objet de violences avec des personnes sur lesquelles nous n'avons pas prise, puisqu'ils ne sont radiés au registre de la population? Par exemple, dans le cas qui nous occupe, les commerçants et les habitants, on fait part de nombreuses plaintes. Ceux qui habitent dans le quartier pourront en parler aussi bien que moi. Par exemple, on vient déféquer dans le commerce, devant le commerce, on monte sa cigounette à la vendeuse de meubles, et tout ça pendant une période assez longue. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on en arrive à des dispositifs. Alors, sur le principe, c'est regrettable, mais nous avons des seuils de tolérance qui sont parfois dépassés dans les quartiers. Et il faut aussi avoir un peu d'empathie avec les habitants et des commerçants qui essayent de faire de leur mieux. Ils ne sont pas antisociaux, ils ne sont pas anti-humains. Mais je pense qu'à un moment donné, chacun peut porter, je dirais, un bout de la difficulté. C'est le propriétaire qui a installé, évidemment, ensuite au plan de la société avec les commerçants, ça se commençait non sur le projet de Jésus, je voudrais profiter de l'occasion, puisque vous l'avez évoqué. Le bien a été en grande partie vendu à un tiers.
Donc, j'avais eu, je crois, M. Rouquet, qui m'avait interpellé, je crois que c'est comment on appelé. Et la bonne nouvelle, c'est que le projet d'hôtel habitat partagé, d'hôtel avec coworking, est en marche. Co-housing, mais aussi coworking, puisqu'il y a des espaces de coworking. On a été visité d'ailleurs avec l'ensemble du collège, nous sommes allés en Anvers et le secrétaire communal. Nous avons été impressionnés par la qualité du projet et aussi impressionnés par le courage de venir le faire chez nous. Parce que, à Anvers, on est dans un quartier très central mais décentralisé, mais qui ne vit pas les mêmes défis que nous. Que nous, on est quand même densément peuplé, il y a quand même le passage de métro, c'est que... Mais nous avons en face de nous des gens extraordinaires qui ont démontré leur capacité à faire. Et ce qui est positif, c'est que le projet va démarrer. Le projet va démarrer, donc je n'ai pas d'éléments sur le planning des travaux, mais j'ai eu la confirmation, c'était après nos visites, je pensais à moi après nos visites, que c'est passé dans le thème. En fait, pour l'essentiel, c'est le nouveau propriétaire qui garde et une partie du site où il y a un commerce, notamment tout ce qui serait un commerce avec ça, qui pourrait exister à l'intérieur, qui sera encore entre les mains des Suisses. Merci pour cette réponse. La séance est levée. Belle soirée. Merci.